Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga a rencontré ce matin la presse malienne. 3 points essentiels étaient au menu des discussions, plus de précisions en début de journal. Les 11 leaders politiques du mouvement du 31 mars, libérés le jeudi 5 décembre, appellent les autorités de la transition à poser des actes pour trouver des solutions idoines aux multiples crises que traverse le pays. C'est officiel, le Maroc, le Portugal et l'Espagne sont les 3 pays qui accueilleront la Coupe du Monde FIFA 2030. La décision a été prise hier à l'issue d'une session extraordinaire du Congrès de la FIFA. Il est 19h45, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga a engagé des cadres d'échange avec les partis politiques et la société civile. Il a tenu le même exercice ce matin avec la presse malienne et 3 points étaient au menu des discussions. Geneva Samake y a pris part. Cette rencontre a été donc l'occasion pour les journalistes de faire des doléances et de demander un soutien accru de l'État pour la pérennité de leur secteur. Ainsi, la relecture des textes régissant d'un cadre juridique des médias maliens, l'aide publique à la presse absente depuis 2019 et la question de la liberté de la presse ont été au cœur des échanges. Lors de la rencontre du 30 novembre, du 30 octobre, de proposer une aide spéciale chiffrée, une proposition de projet de formation, nos observations sur les projets de texte. Les correspondants sont déjà là. Nous allons les remettre à Monsieur le ministre pour vous. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous attendons de vous les conditions de la création d'un espace médiatique assaini, favorable à la liberté d'expression et une aide spéciale conséquente pour la presse malienne. La fermeture récente de la chaîne privée Joliba TV News par la Haute Autorité de la Communication (HAC) a exacerbé les tensions entre la HAC et les acteurs de la presse. Cette question ne pouvait donc pas rester à marge de cette rencontre. Les informations que nous avons reçues ces dernières heures de la médiation de Joliba TV News présagent d'un dénouement heureux. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, du haut de cette tribune, je présente au nom de la Maison de la presse du Mali nos excuses aux autorités burkinabées et à une partie de l'opinion burkinabé qui se serait offusquée pour des propos tenus sur le débat de news et largement partagés sur les réseaux. Le Premier ministre a rassuré les hommes des médias quant à la prise en compte de leurs doléances. Je note vraiment avec une grande satisfaction les excuses présentées aux autorités burkinabées. Je pense que c'est des actions qui permettent d'apaiser la relecture des textes. Je prends bonne note. Je pense que j'échangerai avec le ministre de la Communication, en charge de la communication, pour voir objectivement ce qui a lieu d'être fait. Mais soyez sûrs, on a besoin de vous, Je pense qu'il en va également de l'aide à la presse. Comme je l'ai dit, bon, la situation est financière et structurelle, mais soyez sûrs que nous ferons le plaidoyer nécessaire. Ce fut également une tribune saisie par les premiers ministres pour promouvoir une meilleure collaboration entre les autorités de transition et les hommes des médias autour de l'essentiel, qui est le Mali. Après leur libération le jeudi dernier qui marque un dénouement du climat politique, les 11 leaders politiques étaient face à la presse hier mercredi 11 décembre. Le mouvement du 31 mars dont ils sont membres signataires appelle les autorités à poser des gestes similaires pour trouver des solutions idoines aux multiples crises. Soumaïla Fane. Nous revenons de loin. Nous, de la prison. Vous, de l'angoisse, du stress, des questions sans fin, des réponses impossibles, des efforts inlassables. Mais enfin, nous sommes là. Dieu merci. Ce sont les premiers mots pleins d'émotion prononcés ce mercredi 11 décembre par les 11 leaders politiques après leur sortie de prison le 5 décembre dernier. Après 168 jours de détention, ils sont libres grâce à l'intervention de plusieurs personnalités politiques, civiles et religieuses, parmi lesquelles l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, non moins président de la Commission nationale d'élaboration de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, dont son implication a été déterminante dans ces dénouements. Il nous a expliqué toutes ces démarches qui ont abouti à leur dénouement. Il nous a dit l'écoute et le respect dont il a bénéficié et a remercié les autorités pour cela.
et nous a exhortés à œuvrer pour un Mali meilleur dans le rôle qui est le nôtre, celui des partis politiques dans le destin d'un pays. Il nous engageait à travailler à la cohésion, au retour de la paix et de la sécurité dans notre pays. Ce que nous lui avons promis dans le cadre légal de nos activités, en lui rappelant d'ailleurs que l'Alliance n'avait lancé qu'un tel appel le 31 mars et que toutes les actions qui en sont nées respectaient scrupuleusement l'esprit de l'appel, l'esprit républicain. Les mouvements du 31 mars, dont ils sont membres signataires, estiment que c'est un geste parmi tant d'autres que les autorités devraient poser afin de trouver des solutions idoines aux multiples crises qui traversent le pays. Les partis signataires encouragent cette nouvelle dynamique d'apaisement, de soucis de rassemblement et de mobilisation de toutes les Maliennes et de tous les Maliens au chevet de la mère patrie et souhaitent vivement la libération de tous les autres prisonniers d'opinion et le retour des exilés politiques. Les partis signataires rappellent la nécessité pour les autorités publiques de créer ainsi les conditions d'un dialogue franc et constructif pour ensemble trouver les solutions idoines aux multiples facteurs de crise qui assaillent notre patrie commune. Cette libération, qui en effet n'est que provisoire, dans l'attente d'un procès dont la date n'a toujours pas été fixée, contribue déjà à l'apaisement du climat politique et social. L'Afrique de l'Ouest est le premier importateur et consommateur de riz sur le continent. Si l'Asie est la principale source de ses achats, l'Inde est son fournisseur numéro 1. Polia Pinguesa. Le riz est la deuxième céréale la plus consommée en Afrique après le maïs. En Afrique de l'Ouest, où l'on consomme plus de 2/3 de la céréale, le riz a connu le plus grand essor avec une consommation multipliée par 4 au cours des 30 dernières années sous la triple influence de la croissance démographique, d'une forte urbanisation et de l'augmentation de la consommation de riz par habitant. La consommation ouest-africaine est ainsi passée de 5 millions de tonnes au début des années 90 à plus de 25 millions de tonnes à la fin des années 2020. Or, malgré les progrès observés dans la production locale, grâce surtout à l'extension des surfaces agricoles, l'Afrique de l'Ouest doit importer massivement l'équivalent de 45% de sa consommation totale de riz. Elle consomme à elle seule 20% des volumes échangés sur le marché mondial, bien que disposant de potentialités pour nourrir sa population. Cette dépendance de notre approvisionnement en riz du marché mondial est cependant problématique, car à la moindre difficulté, les pays producteurs asiatiques surtout assureront au préalable la sécurité alimentaire de leur propre population. La solution à cette situation, c'est de moderniser l'agriculture, entraîner nos jeunes à la terre. Et donc, il faut aller au champ, on a beaucoup de bas-fonds, il faut exploiter ces bas-fonds-là. C'est ça la solution, ne pas donner son ventre aux voisins. Pour des experts du secteur, il est important d'investir dans la chaîne de valeur parce qu'elle est source de création d'emplois pour les jeunes, du fait que le marché existe et que les facteurs de production sont disponibles. Au plan macro, l'investissement par les États dans la chaîne de valeur permettra une réduction de perte de devises. Il faut en effet reconnaître que les importations de riz représentent actuellement environ 7,2 millions de tonnes contre 1,7 million au début des années 90. Pour cela, il préconise d'améliorer la qualité du riz produit localement, d'améliorer la disponibilité du riz sur le marché, de maîtriser les coûts de production et de renforcer les relations d'affaires entre les acteurs des chaînes de valeur du riz dans la région. Une demande de riz qui explose en Afrique de l'Ouest, une offre locale qui progresse plus lentement. À ce rythme, l'autosuffisance en riz n'est pas pour demain. Le Café des droits de l'homme est un cadre d'échange entre les citoyens et les autorités maliennes avec pour objectif de mieux promouvoir les questions des droits de l'homme. Le lancement s'est effectué hier mercredi 11 décembre 2024. Assoumani Coulibaly y était. La plupart du temps, les populations sont moins informées sur les questions liées aux droits humains, a fortiori pour les protéger. C'est pour pallier à cette insuffisance que le Café des droits de l'homme a été initié. Renforcer la compréhension ainsi que la mise en œuvre des droits humains, promouvoir et protéger les droits humains, tels sont les objectifs. Le Café des droits de l'homme vise donc spécifiquement à sensibiliser le public malien sur les principes et droits fondamentaux liés aux droits de l'homme, informer sur les thématiques spécifiques liées aux droits de l'homme, encourager un dialogue inclusif et participatif entre les citoyens et les experts. À travers cette initiative, nous reconnaissons l'importance d'un dialogue ouvert et constructif pour relever les défis complexes auxquels notre société est confrontée en matière de droits humains.
Cette première édition, animée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, sous le thème « L'impact de la corruption sur les droits de l'homme », vise à améliorer la compréhension des droits humains. Les causeries débats du Café des droits de l'homme visent à améliorer la compréhension des droits humains par la population, en abordant des thématiques essentielles, telles que l'impact de la corruption sur les droits humains, les droits des femmes, la lutte contre la traite des personnes, les droits des enfants et bien d'autres thématiques. Le Café des droits de l'homme se traduira par une série de rencontres périodiques organisées principalement à Bamako, avec des extensions dans d'autres régions selon les ressources disponibles, permettant ainsi une portée nationale et une accessibilité accrue pour les populations des zones éloignées. Le sujet d'actualité de la rencontre était axé sur la corruption qui, selon le ministre de la Justice, s'invite dans plusieurs secteurs, détruisant tout ce qu'elle touche et engendre des conséquences néfastes sur l'homme, la société et l'État. De certains participants, le Café des droits de l'homme est un projet prometteur. Et aujourd'hui, dans toutes les structures étatiques, les gens, pour accéder à leurs droits, souvent ont des difficultés en raison de la corruption. Le ministre a exposé aujourd'hui tout ce que l'État fait, toutes les sanctions qui sont prévues, toutes les méthodes que les citoyens peuvent employer pour dénoncer des cas de corruption qui pourraient enfreindre les droits humains. Et la corruption aussi est une question des droits de l'homme. Donc je les encourage vraiment à continuer à mener de tels débats pour que les Maliens comprennent les dangers de la corruption. Le Café des droits de l'homme cadre avec la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine des droits de l'homme. À Tombouctou, la crue du fleuve Niger continue de faire d'énormes dégâts à Djanké dans le cercle de Léré. Dans la nuit du 10 décembre dernier, une digue a cédé, submergeant près de la moitié du village avec l'effondrement de nombreuses maisons. Une délégation du commissariat à la sécurité alimentaire du ministère de la Santé et du Développement social et le Programme alimentaire mondial a apporté une assistance immédiate de 80 tonnes de céréales aux populations sinistrées. Un mot de sport pour refermer ce journal. Le Maroc, le Portugal et l'Espagne ont été officiellement choisis pour accueillir la Coupe du Monde FIFA 2030 lors d'une session extraordinaire du congrès de la FIFA tenue ce mercredi à Zurich. Assetoumani Koulibaly. Les trois pays voisins, le Maroc, le Portugal et l'Espagne, sont confirmés par la FIFA pour une organisation tripartite de la Coupe du Monde 2030. Cette étape marque une nouvelle phase pour un projet qui a débuté il y a plus de 3 ans. Les trois pays hôtes organiseront chacun un match pour commémorer le tournoi inaugural qui s'est tenu en Uruguay en 1930, le premier match ayant lieu au stade Centenario à Montevideo. Maria Ángeles García Chávez, présidente de la commission de gestion de la RFF, a déclaré « C'est un projet de 3 pays, 3 grandes nations qui partagent beaucoup et qui s'engagent maintenant dans une aventure remarquable avec ce tournoi qu'elle aspire à organiser. » Soulignant le désir de l'Espagne d'accueillir à nouveau la Coupe du Monde après le tournoi de 1982. Fouzi Lekja, président de la Fédération marocaine de football, a exprimé sa gratitude pour ce moment de joie partagé et a souligné la représentation universelle reflétée dans cette candidature. Fernando Gomes, président de la Fédération portugaise de football, a reconnu le parcours intense des 2 dernières années, mais a exprimé sa fierté d'accepter ce défi. Il a souligné la diversité de la candidature et l'importance de créer un héritage par le biais d'investissements à impact social. Sous le slogan Yalla Vamos, les évaluateurs ont attribué à cette candidature une note élevée de 4,2 sur 5, la plus élevée jamais enregistrée pour un projet de cette nature. Le Maroc accueillera la Coupe du Monde pour la première fois et deviendra la 2e nation africaine à le faire après l'Afrique du Sud en 2010 avec un total de 6 sites. Auparavant, le Maroc avait des ambitions solitaires pour accueillir l'édition 2026 qui avait échoué face à la candidature conjointe des États-Unis, du Canada et du Mexique. Le Portugal, bien qu'ayant organisé l'Euro 2004, n'a jamais accueilli de Coupe du Monde avec 3 sites en lice, 2 à Lisbonne et 1 à Porto. Cette édition historique marquera la première co-organisation entre l'Afrique et l'Europe avec des matchs répartis dans les 3 pays partenaires. C'est également un signal fort pour le renforcement des liens entre l'Afrique et l'Europe à travers le sport. L'Arabie saoudite a été confirmée comme hôte pour le Mondial 2034.
C'était l'essentiel de l'information pour ce 1945. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télé qui vous allume.